Bonjour à toutes et tous, donc Karine Vallée de l'agence de l'Artois Picardie. Donc effectivement, comme disait M. Flamand, au niveau de l'agence de l'eau, donc depuis déjà quelques années, on travaille par rapport à la gestion quantitative de la ressource en eau. C'est vrai que c'est un sujet qui finalement n'était pas beaucoup traité il y a 10 ans. On était vraiment uniquement sur des questions de qualité, je pense. Et maintenant, on a également des problèmes de gestion quantitative avec des phénomènes de sécheresse récurrents sur le bassin. Alors c'est vrai que cette année, c'est un peu tout l'inverse, mais ça peut revenir dans l'autre sens. Et également des demandes nationales et réglementaires par rapport à cette question de la gestion quantitative. Donc, je vais de ce fait peut-être introduire le sujet et l'étude d'Antea, les résultats de l'étude, par les précédentes étapes qu'il y a pu y avoir sur ce sujet dans le bassin. Voilà. Donc je vous présente cette première carte, qui est une carte qui a été faite à l'échelle du bassin pour caractériser les territoires en tension dans le SDAGE. Donc ça fait suite à une étude qui a eu lieu en 2020, également donc, commandée par l'agence, un prestataire, et qui permettait finalement déjà d'identifier sur les différents territoires de SAGE les tensions, donc à l'échelle vraiment d'un territoire complet de SAGE, de voir ceux où actuellement, donc pour les territoires à court terme et à moyen terme pour d'autres, ceux qui étaient avec des problématiques où on constatait finalement que les prélèvements sur les territoires avaient un impact sur les niveaux des cours d'eau, sur les niveaux des eaux souterraines. Donc il y a 9 SAGE qui ont été identifiés en risque de tension quantitative à court ou moyen terme. Les autres qui sont en vert, dont l'ESCO n'avait pas été identifié avec des tensions quantitatives à l'échelle du SAGE, à ce stade, mais ça n'empêche que sur certains de ces SAGE en vert, en fait, on a localement quand même des problématiques. On peut avoir des assecs de cours d'eau, on peut avoir des constatations de sécheresse sur les années déficitaires en termes de pluie. Et c'est des choses... Ça a été le cas sur notre territoire l'année dernière. Voilà, effectivement. Ce qui n'empêche qu'il y a pu y avoir des arrêtés sécheresse à certains moments. Et avec les perspectives du changement climatique, on peut avoir des évolutions qui diminuent cette disponibilité. Donc cette carte, en fait, a été reprise dans le document du SDAGE, qui est la planification au niveau du bassin pour tout ce qui est gestion de l'eau. Il est demandé donc aux différents SAGE du territoire de définir les volumes disponibles par sous-bassin, donc sur les territoires de SAGE, et de proposer une répartition par usage, dans l'objectif d'avoir dans le SAGE des règles de gestion et des règles de partage de la ressource. On a certains SAGE, comme par exemple le SAGE de l'Odomarois ou le SAGE de Scarpamont, qui ont déjà inscrit des règles de ce type dans leur document. L'idée, c'est vraiment de prévoir une gestion qui permette de garantir à long terme que la ressource soit disponible pour les différents usages à toute période de l'année. Et donc ces études doivent être menées par les SAGE avec une demande prioritairement pour les SAGE qui sont donc en risque de tension quantitative, et avec une demande d'avoir démarré ces études en 2027. C'est-à-dire qu'à l'échéance du SDAGE, qui est valable jusqu'à 2027, il faut avoir engagé un certain nombre de ces études. Ce sont des études qui peuvent être longues et on sait que ce ne sera pas terminé forcément en 2027 et qu'il faudra poursuivre le travail pour arriver à définir ces volumes et à mener ensuite une concertation aussi pour faire des répartitions par usage, avoir des règles de gestion et aussi tout un plan éventuel territorial sur la gestion de l'eau pour prévoir tout ce qui est mesures d'économie et de sobriété sur le territoire. Donc les études
voilà, les études qui doivent être menées pour définir le volume disponible, c'est ce qu'on appelle des études HMUC, donc pour hydrologie, milieu, usage et climat, donc ce qui permet d'examiner un peu ces différents compartiments du territoire et d'en déduire, en croisant ça avec l'évolution du climat, les disponibilités de la ressource à moyen terme. Donc c'est des études qui vont pour la plupart durer 2-3 ans, tout dépend déjà des données disponibles et des données à acquérir sur le terrain, parce que les campagnes de terrain, elles doivent parfois se dérouler sur un cycle hydrologique complet, donc ça nécessite au moins une année. De ce fait, dans l'intervalle, en fait, comme disait M. Flamand, on a lancé une étude qui se veut intermédiaire entre l'étude globale qu'on avait lancée en 2020 et les études que vont lancer les sages. Donc cette étude avait pour vocation d'avoir une première estimation sur chaque sage des volumes qu'on appelle la mobilisable, puisqu'on ne répond pas à la définition du volume prélevable, qui est une définition réglementaire. Donc d'avoir les volumes mobilisables sur chaque territoire de sage, pour déjà avoir une première idée des fourchettes et de la situation par rapport à l'existant. Et également, on avait derrière l'objectif de pouvoir fournir des informations au service de l'État, puisque le préfet de bassin avait demandé de mettre en place une gestion volumétrique de l'irrigation dans les différents territoires de SAGE à partir de 2024. Et donc pour pouvoir fixer ces volumes finalement dédiés à l'irrigation, l'idée c'était d'avoir déjà une première enveloppe du volume disponible et mobilisable sur les territoires. Donc c'était c'est l'objectif de l'étude et de ce qui va vous être présenté par Antea. Si on replace cette étude dans le contexte général et dans la suite des choses, j'imagine qu'on en parlera à la fin, mais je voulais déjà un petit peu introduire l'articulation avec les autres études. Donc il y a eu sur 2023-2024, il y a cette étude qu'on vous restitue aujourd'hui qui a été donc sous maîtrise d'ouvrage agence avec un accompagnement du BRGM qui avait défini la méthodologie de travail et un prestataire qui a été recruté, qui est donc le bureau d'études Antea, qui a permis de recueillir un certain nombre de données sur les territoires de SAGE, donc sur l'hydrologie, la piézométrie, etc. De traiter ces données, de faire des calculs de recharge et des analyses statistiques sur toutes ces données, pour pouvoir en sortir donc une fourchette de volume mobilisable basée sur une analyse historique. Et cette fourchette, en fait, elle avait vocation à être une aide à la décision pour les services de l'État pour la gestion volumétrique de l'irrigation. Cette étude, elle va aussi et surtout servir de recueil de données et de base de travail pour les études HMUC qui vont être lancées par les sages. Donc chaque sage va travailler à rédiger des cahiers des charges et à recruter des prestataires pour faire ces études. Et donc les données de l'étude Antea seront des données d'entrée pour l'étude HMUC. Ce qui a été également discuté au niveau du bassin, c'est que justement chaque sage va faire une étude HMUC et que sur la partie CRE du bassin, donc qui représente quand même une grande partie, la CRE d'un territoire de sage ne s'arrête pas aux limites de ce sage et elle est partagée avec les territoires voisins. Et donc plutôt que de travailler sage par sage à mettre en place une modélisation, puisque certains sages avaient envisagé d'utiliser ce qu'on appelle un modèle hydrogéologique maillé pour mieux caractériser le comportement des eaux souterraines et les relations avec les eaux de surface, il a été décidé de s'appuyer là aussi sur le BRGM, qui a un modèle régional de la CRE, modèle hydrogéologique régional de la CRE, et de pouvoir utiliser ce modèle pour ensuite travailler à l'échelle de chaque sage pour faire les modélisations des scénarios d'évolution d'usage, d'évolution climatique, pour en déterminer les volumes prélevables.
Et donc l'agence va passer une convention avec le BRGM. Le BRGM aura pour mission donc d'abord de travailler à une remise à niveau global du modèle, hein, puisqu'il n'est pas forcément à jour, il a été créé il y a une dizaine d'années. Donc il va être remis à jour et recalé. Et ensuite, sage par sage, en fonction de l'avancement justement des études HMUC, les données précises seront réinjectées dans ce modèle et il y aura des simulations qui pourront être faites sur chacun des sages. Donc là, cette diapo-là, en fait, c'était pour montrer que, voilà, j'ai dit il y a un modèle régional, et en fait, il y en a plusieurs, puisqu'il y a un modèle Nord-Pas-de-Calais, qui est le modèle principal sur lequel on a notamment le sage ESCO, mais il y a les sages Scarpa-Val, Scarpa-Mont, Sensé, etc. Il y a un modèle sur la Somme, qui reprend les deux sages de la Somme, et il y a le cas particulier de Loti, qui lui est couvert à moitié par le modèle Nord-Pas-de-Calais, à moitié par le modèle Somme. Et de ce fait, ils vont retravailler pour faire un modèle spécifique sur Loti. Et on a, pour faire le tour du bassin, les sages du Boulonnais et de la Sambre, qui eux ne sont pas concernés par la craie et qui seront traités différemment, avec ou sans modèle, ça c'est encore à déterminer. Voilà. Donc voilà un peu pour les phases de travail. Hein. Donc, c'est quelque chose, voilà, on en est même pas à la moitié, puisqu'on est sur les prémices et les premières données qui pourront servir aux études HMUC qui seront ensuite mises en place par le SAGE. Je ne sais pas si vous avez des questions à ce stade. Ou si on passe d'abord aux résultats et qu'à la fin on reprend toute cette partie articulation et études futures. Merci. Je vais passer la parole au bureau d'études Antea qui va nous présenter. Là. Donc, merci beaucoup. Du coup, effectivement, on va attaquer la présentation. Alors, j'ai bien noté que vous aviez eu accès à déjà une présentation qui avait été assez dense. Je vais essayer de faire mon maximum pour essayer de vulgariser un petit peu ces éléments, même si effectivement, ça reste un petit peu technique. Et donc, du coup, je m'en excuse par avance, mais on est là aussi pour répondre aux questions et puis pour éclaircir les points qui doivent être. Alors, dans la présentation, ce que je vais faire, c'est qu'on va commencer juste par un petit rappel de la méthodologie telle qu'elle a été présentée proposée par le BRGM. Ensuite, on fera un petit focus sur le territoire particulier de l'ESCO. Ensuite, on montrera comment on a déployé cette méthodologie à proprement parler sur ce territoire. Et puis, les conclusions qui en découlent, en tout cas les premiers résultats qu'on peut en tirer en termes de ce qu'on a appelé volume mobilisable provisoire. Provisoire parce que, bien évidemment, il y a des études HMUC qui viendront derrière, et donc à ce stade-là, on ne parle pas de volume préparé. Donc, si je reviens sur la méthodologie, le premier point qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur une approche qualitative, hein, c'est-à-dire que on ne va pas faire de modélisation bien particulière comme ça peut être envisagé dans le cadre du BRGM avec un modèle très précis, enfin avec des engagements très précis. Ici, on est sur une approche qualitative pour estimer l'ensemble de ces volumes mobilisables provisoires. Quand on dit qualitatif, c'est que la méthode, elle est finalement assez simple. Elle consiste à regarder l'ensemble des données historiques, hein, en termes de ressources d'un côté. On va dire que c'est un côté de la balance d'équilibre. Quelles sont nos ressources et quelles ont été l'évolution et la dynamique de ces ressources dans le temps, que ce soit des ressources souterraines, des ressources de surface et bien évidemment tout ce qui est aspect climatique. Et puis de l'autre côté, on va regarder les volumes qui ont été prélevés durant cette période-ci, de manière à faire des inférences en termes de balance, c'est-à-dire on va regarder telle année, quelle était la disponibilité de ma ressource, ou quels étaient mes indicateurs sur la ressource en eau, combien je prélevais, et est-ce que je peux en déduire des inférences. Voilà. Donc la méthode de base, elle est finalement assez simple, mais ce qu'on va retenir, c'est qu'on est sur une approche qualitative. Donc je détaillerai les éléments, mais à partir du moment où on est sur une approche qualitative, l'objectif était bien de proposer une gamme de valeurs pour encadrer des éventuelles incertitudes et encadrer ces volumes.
La différence avec une approche quantitative, c'est qu'on a quelque chose de beaucoup plus quantifié, donc un peu plus strict, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi. Et là, l'idée avec cette approche qualitative, c'est déjà d'envisager des fourchettes, des gammes de valeurs. Sur les variables étudiées, j'y reviendrai un petit peu en détail, et ça c'est certainement la partie un petit peu technique. On a étudié différentes variables sur la ressource en eau. Alors on a regardé les débits, donc les débits dans les cours d'eau, les niveaux, les aspects climatiques, et puis on a regardé des seuils de franchissement statistiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent nous indiquer à partir de quand la ressource peut être considérée comme en tension, entre guillemets. On a également valorisé d'autres données issues de l'Office français de la biodiversité, qui est le réseau ONDE, qui nous permet de nous donner des informations plutôt sur les têtes de bassins versants, sur les petits cours d'eau. Et puis on a regardé également tout ce qui était solde piézométrique, et là j'aurai l'occasion de vous représenter des éléments sur ce côté-là. Donc là c'est vraiment un côté de la balance, c'est tous ces éléments-là qui, regardés annuellement, nous donnent des informations. Et puis de l'autre côté de la balance, on regarde les volumes qui ont été prélevés avec la répartition de ces prélèvements par type de milieu, en eau de surface, en eau souterraine, par type d'usage, et puis la distribution géographique de ces points de prélèvement. Alors, on l'a dit, c'est une approche qualitative, donc qui consiste à mettre en regard des événements climatiques et des observations sur la ressource sur une année donnée ou sur une année donnée, avec des prélèvements qui peuvent avoir lieu sur une année donnée également. Du coup, cette méthode, elle a également des conditions d'application qui lui sont propres, et donc qui dit conditions d'application, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des cas sur lesquels cette méthode n'est pas forcément adaptable ou transposable très directement, de manière directe, j'allais dire. Alors, cette méthode, elle s'adresse essentiellement, elle s'applique sur ce qu'on va appeler des aquifères à nappe libre. Donc les aquifères à nappe libre, ça veut dire que, on comprend assez simplement, on a la nappe qui est vraiment directement au-dessus, donc qui n'est pas sous recouvrement. Il y a des territoires sur le bassin Artois-Picardie sur lesquels la nappe de la Craie est sous recouvrement de certaines formations géologiques, donc là c'est plus difficile à aborder. Et puis, on va s'adresser aussi à des nappes qu'on va appeler à cyclicité saisonnière ou mixte. Qu'est-ce que c'est que ce terme un peu barbare, cyclicité saisonnière ou mixte? Sur la droite ici, vous avez un exemple de variation de niveau piézométrique de 1991 jusqu'en 2023 ici. Et en fait, vous voyez bien que, quelque part, les événements pluviométriques, c'est-à-dire les remontées de niveau ou les baisses de niveau, on n'en observe quasiment pas à l'échelle intra-annuelle. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un décalage, on a de l'inertie, et donc ça veut dire qu'entre le moment où on a de la pluie qui vient recharger notre aquifère et le moment où on l'observe dans nos eaux souterraines, on a un décalage de temps, et en fait on a même un lissage du signal, entre guillemets, pluviométrique. Donc ici, en fait, on voit bien, ça c'est un exemple qui est sur votre territoire en plus, ça c'est un exemple d'une cyclicité pluriannuelle pure, c'est-à-dire qu'en fait ici on a 6 années, le temps que la nappe fasse son grand cycle. Donc ça, c'est important de le savoir, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on va comparer ça avec des seuils de niveau ou des seuils statistiques, on comprend assez facilement que si on compare des seuils statistiques à partir du moment où on est en nappe très très haute, on est sur un cycle très très haut, on ne va jamais dépasser nos seuils, alors même que sur cette année-là, on peut avoir prélevé aussi un volume important. Inversement, on peut se retrouver, si on est sur un cycle très bas, là on va se mettre à franchir nos seuils statistiques, alors que peut-être que cette année-là, on n'a pas plus prélevé que les autres années. Donc ça, c'est une des limites de la condition d'application de ces méthodes-là, et c'est important de le savoir, mais c'est vraiment très caractéristique au fonctionnement des aquifères. Donc, premier élément, c'est cette condition d'application. L'autre condition d'application, c'est qu'il est important aussi de pouvoir estimer la recharge, c'est-à-dire vraiment ce qui va venir recharger la nappe au droit. Je pense qu'il s'arrête. D'accord. Donc merci. Donc du coup, il est important aussi que l'ensemble de la recharge pluviométrique, c'est-à-dire que l'ensemble des eaux météoriques amenées par les précipitations puissent se faire au droit de la zone. Donc il y a des cas où c'est pas vraiment applicable non plus. Par exemple, on pense au sage de l'Isère, dont la craie est sous recouvrement de sable. Là, la recharge pluviométrique pour alimenter la nappe de la craie se fait en dehors du territoire. Donc c'est assez difficile de comparer la quantité d'eau qui tombe
avec les volumes qui sont prélevés au droit d'usage. Donc ça aussi, c'est une des conditions d'application. Il faut que la recharge pluviométrique par les précipitations puisse se faire au droit du secteur géographique. Le troisième élément important, c'est aussi de disposer de stations de surveillance, hein, c'est-à-dire de piézomètres ou de stations de débit qui sont représentatifs ou qui peuvent être représentatifs à la fois du fonctionnement de l'hydrosystème au sens large et puis à la fois des conditions comment ça s'appelle, d'usage qui sont présents sur ce territoire. Voilà sur les approches vraiment méthodologiques brossées à grands traits, mais ça donne déjà les premiers éléments et on essaie de comprendre un petit peu à quel moment ça va être pertinent et à quel moment ça le sera peut-être un petit peu moins. Si je passe sur le territoire du Sage de l'Escaut, que vous connaissez bien, donc globalement, on est sur un département, on a, on va dire, deux masses d'eau souterraines principales, la craie du Cambrésis et la craie du Valenciennois, et puis on va avoir deux masses d'eau aussi à la craie qui sont un peu plus périphériques. On va retrouver la craie des vallées de la Scarpe et de la Sensée, donc là on a la craie du Cambrésis et la craie du Valenciennois. On va retrouver la craie de la vallée de la Scarpe et de la Sensée, et puis la craie de la vallée de la Somme-Amont qu'on va retrouver sur la partie sud-est, sud-sud-est du territoire. Quelques éléments, on va avoir un peu de recouvrement de ces fameux sables du Landélien d'Orchy ici, dont j'expliquais. Donc c'est-à-dire qu'ici, on a une recharge de la craie sous les sables qui se fait en dehors de cette zone-là. Donc ça c'est important aussi quand on fait nos estimations, quand on va faire nos estimations derrière. Donc un recouvrement de la craie par les sables du Landélien d'Orchy. Plus en profondeur, sous la craie, on va retrouver également les calcaires de la Vénois, hein, sur la partie nord-est du territoire, et encore plus profondément, la présence localisée des calcaires du Carbonifère, mais là on est très en profondeur. Mais globalement, la craie du Cambrésis et la craie du Valenciennois vont, j'allais dire, dominer le paysage des masses d'eau sur ce sage-là. Alors, on a également une unité sécheresse principale. Alors, qu'est-ce que c'est que les unités sécheresse? Les unités sécheresse, ce sont des entités sur lesquelles la préfecture va s'appuyer pour la prise de ces arrêtés cadres sécheresse. Et donc, pour prendre ces arrêtés cadres sécheresse, elle va s'appuyer sur un certain nombre d'ouvrages de référence qui sont présents sur le territoire. Donc, sur le Sage de l'Escaut, on a une unité sécheresse principale qui couvre près de 75% du territoire et qui s'appelle bassin versant de l'Escaut. Voilà. Alors, on retrouve une partie de l'unité sécheresse également, bassin versant de la Scarpe-Amont et de la Sensée. Et ici, c'est, je ne me souviens plus, hop, c'est Scarpe-Amont. Sambre, pardon. Non. Somme, pardon. Excusez-moi. Donc, ces arrêtés, ces unités sécheresse, ce qu'on va retenir, c'est que ce sont ces unités sur lesquelles on va s'appuyer lorsqu'on va positionner un seuil d'arrêté sécheresse ou un arrêté sécheresse, un arrêté préfectoral. Ça s'applique à l'échelle de ces unités sécheresse. Pour la prise d'arrêté sécheresse, on va s'appuyer sur des ouvrages de référence. En l'occurrence, sur le territoire, on a 3 piézomètres de référence. Un piézomètre situé sur la craie du Valenciennois. Alors on ne les voit pas bien, mais c'est celle-ci. Non, c'est là-haut. Craie du Valenciennois, un piézomètre qui est plutôt situé à l'est du territoire sur la craie du Cambrésis, qu'on va retrouver ici, et puis ici, hop, c'est un mauvais copier-coller, en fait on est sur la craie de la vallée de la Scarpe, et on va se situer ici pour couvrir cette unité sécheresse-là. Donc ces 3 piézomètres-là, on va s'en servir nous aussi, on va les étudier, c'est ceux-là sur lesquels la préfecture va s'appuyer pour sa prise d'arrêté sécheresse. En complément de ces ouvrages souterrains, on va s'appuyer également sur une station hydrométrique de référence située sur le territoire, c'est la station de l'Écaillon à Thian, voilà, qui se trouve ici. Donc la combinaison de ces ouvrages, souterrains et de surface, et ben c'est ces ouvrages-là, et il y a des seuils qui sont positionnés sur ces stations-là, et c'est à partir de ces franchissements de seuil que la préfecture va positionner ces seuils d'arrêté ces arrêtés sécheresse. Donc ça c'est important parce que ça nous donne un peu des cadres, et c'est essentiellement sur ces stations-là, mais pas que,
qu'on s'est appuyé. Donc ici, c'est là maintenant, si je viens vraiment sur la méthode telle qu'elle est déployée, alors c'est un peu barbare, mais là du coup il y a vraiment des éléments très, très techniques, mais globalement c'est l'ensemble des analyses qui ont été faites sur la ressource en eau souterraine, sur la ressource en eau de surface, sur les éléments plutôt climatiques, hein, notamment sur la recharge, et puis sur les prélèvements. Alors qu'est-ce qu'on a regardé au niveau des eaux souterraines? On a regardé les variations piézométriques mensuelles, annuelles et interannuelles, les tendances piézométriques sur les 30 dernières années, les fameuses cyclicités, pour regarder si on était dans des gammes j'allais dire, dans un cadre acceptable ou pas d'application de la méthode, les franchissements de seuil statistiques, hein, ça c'est purement statistique mathématique, les franchissements des seuils d'arrêté sécheresse, et là je reviendrai un petit peu en explication, l'évaluation de la recharge apparente, c'est-à-dire le delta de niveau entre les hautes eaux et les basses eaux, et puis la vidange de la nappe qui lui succède. Sur les eaux de surface, on a exploité à peu près les mêmes éléments, les variations de débit, mensuelles, annuelles, interannuelles, les franchissements de seuil, les franchissements d'arrêté sécheresse, et puis on a regardé également les évaluations des étiages, des analyses d'étiage vraiment sur les stations, et puis on a également, ce que je disais, exploité le réseau onde, ce réseau onde qui est un réseau d'observation, non pas quantitatif, mais qui est plutôt qualitatif, qui regarde et qui dit, tiens, ce cours d'eau-là est à sec, ou bien l'écoulement est assez faible, ou bien l'écoulement est acceptable, etc. Donc on est sur quelque chose qui est observé. L'avantage de ce réseau, c'est qu'il nous donne des informations non pas sur les cours principaux de cours d'eau, mais plutôt sur les têtes de bassin et sur les petits cours d'eau de têtes de bassin. Donc ça, c'est vraiment pour caractériser une partie de la ressource, celle qui est vraiment physique, enfin celle qui est observable et, j'allais dire, captable d'une certaine manière. Et puis on a également regardé les éléments sur la recharge. Alors la recharge, en fait, on l'a estimée à travers 3 différentes méthodes. Une méthode basée sur de la pluviométrie, d'accord, assez simple. Et donc là, on s'est appuyé sur les données plutôt issues de Météo France, avec la chaîne Safran-va votre coup. On a également regardé, on a fait une analyse des recharges à travers la mise en œuvre d'un modèle pluie-débit et pluie-niveau qu'on appelle Gardenia. C'est un modèle qui nous permet, à partir d'éléments climatiques, de reproduire le signal de débit ou le signal piézométrique, et à partir de ça, on en déduit une recharge. Et puis on a appliqué une troisième méthode qui s'appelle la méthode de Wallingford, qui est plutôt une méthode algébrique, là aussi. Mais l'idée de la comparaison de ces 3 méthodes, c'était de savoir si on avait des résultats cohérents d'évaluation de la recharge entre ces 3 méthodes. Sachant que le modèle Gardenia reproduit le débit dans les cours d'eau, que la Météo France, c'est plutôt quelque chose de surface, et puis que Wallingford, c'est une méthode un peu plus élaborée, mais qui reste algébrique et dépendant des données dont on dispose. Et donc, bien évidemment, une fois qu'on a fait ces analyses de recharge, on avait fait une petite analyse statistique aussi sur les fréquences de retour pour caractériser si l'année était dans la normale, au-dessus de la normale, très au-dessus de la normale, ou en dessous de la normale, ou très en dessous de la normale. Et ça nous permet aussi d'identifier les années et de sectoriser un petit peu les années avec les recharges. Sur les prélèvements, c'est ce que j'ai expliqué, on a simplement redistribué les prélèvements annuels sur des périodes de basse eau courant de mai à octobre, et puis on a regardé également les prélèvements annuels, on a regardé le type de ressources sollicitées, et puis les types d'usage. Voilà. Pourquoi je refais ce petit diaporama-là? C'est juste pour dire aussi que l'ensemble de ce matériel-là, comme ça a été évoqué, sera mis à disposition des sages pour toute l'exploitation de données qui a été faite sera mise à disposition des sages pour leurs études HMUC ultérieures. Bon, là on était vraiment sur les aspects méthodologiques un peu global, donc maintenant on va essayer de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est-à-dire sur le territoire, quel est le fonctionnement de l'hydrosystème. Alors, sur l'ESCO, on a commencé par faire cette fameuse analyse de cyclicité, hein, pour regarder quel était le signal de la nappe et des nappes, des eaux souterraines sur le territoire de l'ESCO. Donc on voit que c'est assez panaché quand même, mais qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver en partie centrale plutôt une cyclicité annuelle, interannuelle pure. C'est le graphique que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire qu'on voit des grands cycles, mais on ne voit pas vraiment de réaction aux pluies. Sur les bordures, c'est un peu plus contrasté. On va à la fois retrouver des fonctionnements, ce qu'on va appeler à double cycle, c'est-à-dire qu'on va bien voir ces grands cycles, mais on va quand même voir des signaux pluviométriques se dessiner.
avec différentes intensités. Et puis il y a des secteurs où on va être plutôt sur ce secteur-ci et sur ce secteur-ci, on va plutôt être sur des fonctionnements double cycle aussi, mais avec vraiment un marquage fort des signaux pluviométriques. Une fois que je vous ai sorti un petit peu tout ce charabia-là, à quoi ça correspond? Ben voilà, ça c'est typiquement 4 piézomètres qui représentent le fonctionnement global de la craie sur le secteur de l'ESCO. Donc on retrouve notre fameux piézomètre qu'on prend en exemple en plus au début pour dire on est quand même dans des conditions limites d'application, qui représente la craie du Cambrésis sur la partie plutôt centre-nord. Donc là, chaque graphique ici représente la même emprise temporelle, 1991-2023. Donc ce qu'on montre, ce qu'on dit bien, c'est que sur la partie centrale, plutôt craie du Cambrésis central, et craie du Valenciennois d'ailleurs, on va se retrouver plutôt avec un fonctionnement pluriannuel pur. C'est-à-dire que là, on a très peu de marquage des éléments pluviométriques. Sur craie de la vallée de la Scarpe et de la Sensée, on voit que on retrouve bien ces grands cycles, c'est-à-dire que la nappe, elle fonctionne globalement pareil, mais on voit bien apparaître ces effets de vidange, recharge, vidange à l'intérieur des années, qui fait qu'on a quand même une réaction aux pluies. Ok? Donc ici, on voit bien qu'on a deux types de fonctionnement. Celui-ci, il est encore plus marqué, c'est-à-dire qu'il est encore plus en interaction avec les éléments pluviométriques, même si on voit bien ces grands signaux s'afficher sur ces périodes-là. Et puis là, au niveau de la craie du Valenciennois, on est un petit peu, le piézomètre qu'on a affiché ici, c'est un petit peu le différentiel entre ce piézomètre-ci, il y a quasiment une relation, je vais dire presque linéaire, grand cycle, pas de réaction aux pluies, uniquement pluriannuel, grand cycle très marqué, avec quelques réactions aux événements pluviométriques annuels qu'on voit. Les grands cycles, on voit avec quand même là beaucoup plus de réactions aux pluies, et puis on a des fonctionnements un petit peu intermédiaires, comme ici, qui se retrouvent entre les deux éléments. Donc on voit bien qu'on a une diversité de fonctionnement de la nappe de la craie. En fait, on a des nappes de la craie, finalement, au sein du territoire de l'ESCO. Donc ça, c'est important de l'intégrer dans nos analyses déjà, et puis même après pour vous, parce que c'est-à-dire qu'en termes de gestion derrière, on ne va pas forcément gérer les éléments ou la ressource en eau sur les secteurs pluriannuels purs de la même manière qu'on va le gérer sur des secteurs où là on a une forte réactivité au point. Donc ça offre des contrastes aussi, et puis on verra comment ça se traduit. Mais globalement, notre première analyse, c'est ça. C'est quel est le fonctionnement de l'hydrosystème? Le fonctionnement de l'hydrosystème, c'est celui-ci. Alors, je n'ai pas affiché de graphique derrière, mais en fait, il y a sur certains secteurs, notamment on l'avait fait sur la Sensée, mais là ça marcherait globalement, ça peut marcher globalement pareil. On comprend bien que plus le niveau de la nappe est haut, étant donné aussi la topographie du secteur, plus on va avoir de débit dans les cours d'eau et inversement. D'accord? Tout ça, c'est très très lié. Donc là aussi, c'est important de l'avoir en tête, quoi. Du point de vue tendanciel, là aussi c'est un petit peu hard comme graphique, mais je vais essayer de le vulgariser. En fait, ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des analyses de tendances piézométriques sur des piézomètres repères, sur la craie du Valenciennois, sur la craie de la Scarpe, de la Scarpe et de la Sensée, sur la craie du Cambrésis. Et on a fait deux types d'analyses de tendance. On a été chercher les données depuis les années 70, c'est-à-dire les plus anciennes, et puis on a regardé plutôt depuis les années 91 pour rester, j'allais dire, un petit peu raccord avec ce qu'on étudiait en termes d'emprise temporelle dans le cadre de notre étude. Donc je ne vais pas passer ces éléments-là, mais on pourra y revenir. Mais ce qu'on va noter, c'est que globalement, et on le voyait dans nos chroniques piézométriques, depuis les années 91, on va plutôt avoir une tendance à la baisse. Ce qu'on appelle significatif, c'est un indice statistique qui nous dit oui, c'est quand même assez fiable comme analyse. Donc globalement, sur les piézomètres craie du Valenciennois et craie de la vallée de la Scarpe et de la Sensée, on va être sur des tendances plutôt à la baisse. Alors, avec différentes intensités, et puis qui peuvent aussi varier suivant les périodes. Sur la craie du Cambrésis, c'est moins évident, il n'y a pas de tendance, on ne peut pas dégager avec fiabilité une tendance. Alors statistiquement, moi je vois que
je vois qu'on est assez proche de quelque chose d'assez significatif, et ça se note ici, puisque de 1979 à 2023, ici on a une tendance caractérisée quand même à la baisse. Donc globalement, on est quand même sur des aquifères qui affichent des tendances à la baisse. Donc des grandes cyclicités, des tendances à la baisse, et ça c'est aussi c'est quelque chose, alors ça Bergem pourra en parler mieux que moi, parce qu'il y a effectivement, ils mènent des études aussi un petit peu plus scientifiques sur ces éléments-là, où ils ont l'air de noter qu'effectivement, vous voyez ces grands cycles qu'on a présentés précédemment. Tac. Ces grands cycles qu'on a présentés précédemment, eux, ils démontrent que les grands pics ont tendance à sécréter un petit peu. Et ça se voit bien ici, c'est-à-dire que les pics sont de moins en moins hauts et sur les dernières années. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qu'on observe globalement sur l'ensemble des piézomètres. Alors, on a bien ces remontées, mais on ne les a pas forcément avec autant d'intensité qu'on pouvait l'avoir. Je sais que Bergem travaille là-dessus, donc il y a plutôt des conclusions scientifiques à avoir là-dessus, mais les premières informations qui semblent remonter, c'est quand même qu'on est sous condition de forçage climatique, c'est-à-dire que ce serait quand même très lié à des conditions climatiques et des évolutions climatiques. Voilà. Donc ça, c'est vraiment pour caractériser le fonctionnement de notre hydrosystème. La nappe de la craie, des grands cycles pluriannuels, plus ou moins de réactivité aux pluies suivant les secteurs, et puis des tendances plutôt à la baisse. Donc là, c'était des premiers éléments de compréhension. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'ensuite, on a essayé de regarder ces évaluations de recharge. Pour mémoire, hein, la recharge, c'est vraiment la quantité d'eau qui va venir réalimenter la nappe d'eau souterraine. Donc comme je vous expliquais, on a effectué différentes méthodes, et notamment on a remodélisé le débit de l'écaillon à Tian, et c'est cette station-là qui nous a permis de croiser les trois types de méthodes qu'on avait envisagées. Ce qu'on va retenir, c'est que d'un point de vue global, on est sur une recharge estimée en moyenne de l'ordre de 136 mm par an. 136 mm par an. Ok ? Ces 136 mm par an, quand on les applique vraiment à la craie affleurante, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui est sous recouvrement des sables du Landénien d'Orchy dont je vous ai parlé au début, qui est plutôt sur la partie nord, ça représente un volume de l'ordre de 259 millions de mètres cubes pour le sage, par an. Là, on est en moyenne. Ici, vous avez le volume sur une année qu'on appelle quinquennale sèche, c'est-à-dire une année où on a plutôt une recharge déficitaire, et c'est une recharge déficitaire qui se présenterait une année sur 5. Et là, on est plutôt de l'ordre de 180 millions de mètres cubes. Ça, c'est pour les résultats finaux. Ce qu'on va noter dans les méthodes, si on veut rentrer un petit peu dans les méthodes, c'est que cette méthode algébrique, elle donne des résultats assez différents de ce qu'on va observer entre ces deux méthodes-là. Ces deux méthodes-ci, Météo France et puis l'aspect modélisation, on voit bien que les signaux sont identiques, mais on peut avoir quelques écarts en termes de, millimètres, en termes de quantité. Mais ces écarts ne sont pas non plus forcément très très conséquents. Et on va avoir quand même quelque chose qui se corrèle assez bien entre ce qui est évalué par Météo France et ce qui est évalué lors de nos méthodes. À partir de nos méthodes. Donc ça, c'est ce qui nous amène, cette analyse comparée entre les trois méthodes, c'est ce qui nous amène à positionner ces premières enveloppes de volume de recharge. Alors, on ne va pas regarder que ça, parce qu'on voit bien que dans ces séries chronologiques, on voit qu'on a des effets de recharge qui sont un petit peu différents en fonction des années. Donc, comment on lit ce type de graphique? En bleu, vous avez les années qui sont plutôt humides, de faiblement humides à très très humides, cinquantenaire humide. En gris, on est plutôt sur des années de recharge normales, dans la moyenne. Et puis ici, on va se retrouver avec des années de recharge qui sont plutôt déficitaires. Plus on est dans la couleur orange, plus on est en recharge déficitaire. Donc qu'est-ce qu'on voit? 1995, recharge cinquantenale sèche, très très déficitaire. À l'opposé, on va se retrouver avec l'année 2000, qui est plutôt dans une bisénale, donc 20 ans, voire cinquantenale humide. Donc on voit bien ces effets de recharge aussi. Alors ça, c'est important pour nous, parce que c'est ce qui nous permet aussi de repérer dans la chronologie météorologique, on va dire, sur le territoire. Ça nous permet d'identifier des années, des périodes, des moments, hein, ce cycle-là, ce cycle-là, ce cycle-là. Ça nous permet de les individualiser, de regarder quelles étaient les années avec des cycles déficitaires, ceux avec des cycles excédentaires, etc., etc.
Donc je ne rentre pas dans les détails non plus, on les a ici, hein, mais les années de plus faible recharge sont 95-96, hein, on le voit bien, 95, 96, voire 97. 2003-2004, on connaît aussi, et puis 2016. À l'inverse, on va retrouver des années plutôt excédentaires. Dans les années 2000, on l'a montré. Dans les années 2000, on l'a montré, 93-94, 98, 2000-2002, 2008, etc. Donc ça, on retient ça. Ça nous permet de sectoriser les années. OK ? Ce chiffre, il est aussi important parce qu'il va nous servir à la fin. Ce que je vous disais aussi, c'est qu'en complément de ces études purement pluviométriques, enfin de recharge pluviométrique, on essaie de regarder le comportement observé dans certains piézomètres, avec ce qu'on a appelé la recharge, la vidange, et ce qui découle, le solde apparent. Alors, qu'est-ce que c'est que la recharge? C'est assez simple, hein. On regarde le niveau le plus bas de l'année, on regarde le niveau le plus haut qui lui succède, ça constitue la recharge, et puis on fait la même chose avec ce qui suit derrière. On va comparer le plus haut avec le plus bas qui lui succède, et là on calcule, on regarde la vidange. Et ce solde-là, c'est la recharge moins le solde, c'est la recharge moins la vidange, ce qui nous permet de regarder les années où on a plus rechargé que vidangé, et les années sur lesquelles on a plus vidangé que rechargé. Donc ça aussi, c'est des éléments qui sont intéressants dans notre étude chronologique et étude historique, parce que ça nous permet de voir à quel moment on a plus vidangé, quelles étaient les successions d'années un peu en tension. Donc on voit que historiquement, dans les années 80, fin des années 90, début des années 2000, on avait des éléments très marqués, qu'on a quelque chose qui tend à se lisser quand même globalement en termes de recharge vidange. Et c'est assez en accord avec les grandes fluctuations piézométriques où on voit les choses s'amenuiser, notamment sur les dernières années. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur la recharge, c'est-à-dire la quantité qui vient réalimenter la nappe, hein, et puis dans son corollaire également les cours d'eau. Donc maintenant il est intéressant de se pencher sur les observations qui sont faites sur la ressource. Alors ici sur la ressource, on a regardé donc ce qu'on disait, ici c'est les franchissements de seuil statistiques, donc on a calculé des seuils statistiques et ici on a regardé le nombre de jours dans l'année durant lesquels on franchissait ces seuils. Donc ici par exemple en 2005, sur ce piézomètre-ci près du balancier-noix, on a franchi 73 fois ce seuil statistique. Et puis ici, c'est les franchissements des seuils de vigilance, d'alerte et de crise tels qu'ils sont proposés par les services de l'État. Alors, je m'arrête, je fais juste un petit point là-dessus. Il peut y avoir une différence entre ce que nous on affiche ici, qui est un nombre de jours de franchissement de ce seuil, avec la méthode que vont utiliser les services de l'État pour finalement se positionner sur l'engagement d'un seuil de vigilance ou de seuil de vigilance renforcé. Donc il y a plusieurs segmentations. Ici on est sur la vigilance, seuil de vigilance renforcé, seuil d'alerte renforcé, et ici le seuil de crise. Donc ici par exemple, si je lis ici, on a pendant 11 jours, le seuil de crise a été franchi sur ce piézomètre de la crête du balancier-noix. Il a été franchi en 91, sur le cycle 91-92, il a été franchi 11 fois ce seuil de crise. Donc voilà comment ça se lit. Et qu'est-ce qu'on voit apparaître? Et ben, en fait, on voit apparaître un petit peu le grand cycle. Hein. C'est-à-dire qu'on voit des paquets de franchissement, 3 années, plus rien, 3 années, plus rien. Là, on refranchit un peu plus, avec une intensité plus importante. On revient. Et on voit ces franchissements par paquet qui correspondent peu ou prou au grand cycle piézométrique qu'on a pu observer initialement. Donc ce qu'on va retenir, c'est que sur les dernières années, quand même, on a des seuils de crise, des seuils qui sont franchis beaucoup plus régulièrement en vigilance, même si on va très peu en alerte. Historiquement, là on a le plus franchi, notamment où on est allé vers des franchissements de seuil d'alerte, voire d'alerte renforcée ponctuellement, on est sur 2005, 2006, voire un peu 2007. Et puis derrière, sur les dernières années, on va se retrouver avec ces grands cycles. Et bien évidemment, plus on va avoir d'années sur lesquelles on dépasse le seuil d'alerte en vigilance, inévitablement, on aura davantage la possibilité de dépasser les seuils d'alerte, les seuils en alerte. C'est ça. Alors, il y a plein de questions qui peuvent se poser, je ne vous le cache pas, nous, quand on a appliqué la méthodologie, il y a plein de choses qui peuvent se poser. La définition de ces seuils même, hein, sur lesquels on a
parfois énormément de chroniques de données, parfois assez peu. Et donc, j'allais dire, c'est comme des objectifs. C'est-à-dire que les objectifs, c'est fait pour être atteint. Si je dis d'une certaine manière, bah, les seuils, quelque part, c'est fait pour être franchi d'une certaine manière. Donc, c'est normal qu'on les franchisse. Ensuite, cette indication-là, c'est ce que je disais, elle peut être un tout petit peu différente de ce qu'ont proposé les services de l'État, qui vont faire des calculs un peu plus fins que cela, si je puis me permettre, pour se prononcer sur l'arrêté sécheresse. Mais néanmoins, nous, ça nous donne des indications sur les nombres de jours de franchissement et donc sur l'intensité de ces franchissements. Et globalement, bah, c'est ce qu'on dit, on voit réapparaître un petit peu ces grands cycles piézométriques tels qu'on les a identifiés précédemment. Ça, c'était sur la craie du Valenciennois. Si on regarde maintenant sur la craie du Cambrésis, parce qu'en fait, il y a 3 piézomètres qui servent de référence oui. pour la définition des arrêtés sécheresse sur le secteur de l'Escaut. Donc si on regarde sur la craie du Cambrésis, donc ça c'était la craie du Valenciennois, bah, la craie du Cambrésis, typiquement, ça illustre ce que je vous disais. On a moins d'historique de données, mais on retrouve ces franchissements par paquet. Et ces franchissements par paquet, ben, c'est nos franchissements, c'est aussi très lié à l'évolution piézométrique, Donc sur la craie du Cambrésis, seuil franchi régulièrement en vigilance depuis 2007, par cycle en alerte entre 2007 et 2008. Et puis on va même jusqu'à des seuils de crise, là sur les 2019-2020, enfin on peut avoir des nombres de jours de franchissement qui sont de cet ordre-là. Même lecture, statistique et on va dire réglementaire, d'une certaine manière, plutôt sur la crête avec de la Scarpe et de la Sensée, bah là pareil, tout le grand cycle piézométrique qui ressortent, même si sur les dernières années on voit qu'on va plus facilement vers des seuils d'alerte renforcée, voire de crise, et c'est notamment le cas sur l'année 2019. Voilà, donc ça, ces analyses-là, au-delà des valeurs, je ne rentre pas dans le détail des valeurs, ce matériel-là, il est mis à disposition du SAGE, mais c'est juste pour poser les éléments de base que nous, on a regardé, analysé, et qui nous permettent de faire à partir desquels on a fait nos inférences, entre guillemets. Donc ça, c'était sur les eaux de surface, et puis, bah, pareil sur les eaux souterraines, et puis, bah, j'allais dire, même analyse sur les eaux de surface. Donc là, on a regardé plutôt, ça c'est plutôt les franchissements de seuil statistiques. Donc ces franchissements de seuil statistiques, ils nous disent que globalement, et on a des stations qui déclassent, enfin, sur lesquelles on a des franchissements contrastés, on peut dire historiquement. Par contre, récemment, on est plutôt sur des franchissements très réguliers de ces seuils statistiques. Ce qui est aussi assez normal, puisque quand on connaît le lien au niveau de la nappe de la craie entre les eaux de surface et les eaux souterraines, vraiment c'est le niveau de la nappe qui fait finalement une partie du débit des cours d'eau. Donc c'est tout à fait logique que sur les dernières années, au vu des grands cycles piézométriques, on se retrouve avec des franchissements statistiques plus réguliers, quoi. Hein, tout simplement. Donc là, on est plutôt sur la partie nord. Et puis sur les caillons à Pian, qui constitue donc la station de référence pour la prise d'arrêt, une des stations de référence, mais la seule sur le territoire en ce qui concerne les eaux de surface, pour la prise d'arrêté sécheresse, bon bah là, en fait, on retrace aussi très bien le lien entre les eaux de surface et les eaux souterraines, puisque regardez ces grands motifs, tac, 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 on les voit apparaître. On voit apparaître les cycles piézométriques et on voit apparaître les franchissements. Donc là aussi, de la même manière qu'on avait des franchissements de seuil statistiques, des franchissements de seuil plus pénalisants, on va dire, sur les dernières années en termes d'eau souterraine, bah, assez naturellement, on les retrouve sur les eaux de surface, sur les eaux de surface. Alors là aussi, ce qui est intéressant, c'est quand on comprend un peu le fonctionnement et la dynamique de la nappe, on comprend des grands cycles de 6 ans, quand même des variations avec les niveaux avec la piézométrie annuelle sur certains secteurs, et là c'est ce qui redéborde, et puis bah, du coup derrière on peut avoir ces franchissements-là. Donc là on va retrouver 2018-2019 comme des années où on est allé jusqu'à des franchissements de seuil de crise, 2020-2021 on va quand même jusqu'à des nombres de jours de franchissement sur le seuil d'alerte renforcé, mais on revoit bien ces grands motifs piézométriques. Ça c'est important parce que, encore une fois, c'est vraiment l'intrication très forte entre les eaux de surface et les eaux souterraines. Oui. Sur la selle, on a mesuré que le débit était quasiment divisé par 2 en 30 ans.
Ben là, en fait, quand on voit ces grands cycles, je ne suis pas étonné. Je n'ai pas les chiffres là exacts, donc là, vous me posez une colle comme ça. Non, mais je... nous l'avons vu. Je m'occupe du syndicat qui couvre la Selle et Caillon. C'est prouvé. Nous avons un débit anormalement bas, et on voit le cycle de baisse de débit qui suit une courbe descendante. Est-ce qu'il n'y a pas plus de prélèvements en amont? Alors, là, vous êtes déjà dans l'analyse, c'est super. On vous y amène, j'essaie de vous y amener, et puis on va regarder ça. On va regarder effectivement ce qui se passe, et puis là aussi, éventuellement, les limites. Mais en tout cas, on sent bien là qu'on a ces franchissements. C'est important pour nous parce que c'est ce qui nous permet d'identifier les éléments, encore une fois. La dernière source de données qui a été exploitée, ce sont les observations du réseau ONDE. Alors ce que je vous expliquais, c'est que le réseau ONDE, c'est un réseau qui est maintenu par l'Office français de la biodiversité, qui ne vient pas mesurer le débit du cours d'eau, mais qui vient juste sur les têtes de bassins versants, sur les petits cours d'eau, et qui vient regarder si le cours d'eau il est à sec, est-ce que j'ai de l'eau mais je n'ai pas d'écoulement qui se voit, est-ce que j'ai de l'eau avec un écoulement qui se voit, ou est-ce que là tout va bien, mon petit cours d'eau coule. Alors là on s'intéresse vraiment aux têtes de bassin. Ce qui est intéressant avec cet indicateur, qui est un indicateur qualitatif et non quantitatif, c'est que lui, il nous donne, souvent les têtes de bassin sont encore plus intimement corrélées, enfin on est beaucoup plus vulnérables aux variations des niveaux piézométriques éventuellement et aux variations de niveau de recharge. Donc on voit qu'on a beaucoup de stations de réseau ONDE, du réseau ONDE, de ce fameux réseau ONDE sur le territoire. Donc on a extrait les principales et on voit que ici, quand on voit la couleur, quand c'est coloré ici, c'est le nombre de fois où on a dit à sec. Donc globalement, il y a quand même plein de cours d'eau sur lesquels on s'est déplacé, on n'a pas dit non, on n'a pas dit c'est pas sec. Voilà. Par contre, on va retrouver le torrent ici, sur lequel on est venu en 2018-2019. Quand on se souvient des franchissements de seuil d'arrêté sécheresse, ça se corrèle assez bien cette année-là. 2018-2019, 8 fois on l'a observé en ASEC cette station. Donc là, c'était quand même un ASEC c'était quand même des ASEC assez conséquents. Et puis en 2022, sur cette station-ci, c'est l'Herclin. Voilà. Donc lui, on l'a observé une fois en ASEC en 2022. Voilà. Mais sinon, sur les autres, on n'a pas, le réseau ONDE ne nous dit pas, tiens, on a été en ASEC tout le temps. La limite du réseau ONDE, c'est que ce réseau ONDE, il commence à partir de 2012, excusez-moi. Avant, il n'existait pas. Mais il nous donne aussi des indications complémentaires. Alors, ce n'est pas forcément sur ce réseau-là qu'on s'est basé pour appuyer le principal de nos analyses, mais c'est quand même un élément d'aide à la décision important lorsqu'on regarde un petit peu tout ce qui se passe. Quand il y a des blancs, là, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'observation qui Oui. été réalisée. Donc, voilà. Et quand il y a un zéro, par contre, c'est qu'il y a des observations qui ont été réalisées, mais il n'y a pas eu d'observation d'ASEC. Ouf, on respire, c'est vraiment là toutes les analyses qui ont été faites, enfin une partie des analyses qui ont été faites sur la ressource et la recharge. Donc là, on commence à avoir, nous, une bonne vision des, j'ai plus mon anglais, je suis désolé, des drivers climatiques, des éléments climatiques, et puis du comportement de la ressource, et des observations, des périodes, des moments sur lesquels on peut se dire que là, notre ressource, elle était plutôt en tension sur ces années-là, comparativement à ce qu'on pouvait observer. Donc ça, c'est notre côté de la balance. Il y a d'autres analyses qui ont été faites. Encore une fois, l'ensemble de ces éléments seront retransmis aux sages. Et puis l'autre côté de la balance, c'est de regarder ce qui se passe en termes de prélèvements. Alors, je serai beaucoup plus concis sur les prélèvements. Mais on va garder en mémoire notre recharge annuelle de 259 millions de mètres cubes à l'échelle du sage, estimée en moyenne, et 180 millions de mètres cubes. Et puis derrière, quand on fait le bilan de l'ensemble des prélèvements à partir des données agences, des données déclaratives, et des prélèvements qui se font au droit de la craie sur l'ensemble du territoire du sage, on est sur un prélèvement de l'ordre de 23 millions de mètres cubes en moyenne sur la période 2007 à 2022. Globalement, sur ces 23 millions de mètres cubes, 90% se positionnent sur les eaux souterraines, avec des augmentations assez régulières, notamment sur l'usage agricole depuis 2007.
et ça représente donc un petit peu moins de 10% sur la ressource en eau superficielle dans les cours d'eau, où là on est sur des usages exclusivement industriels, avec plutôt une diminution de ces prélèvements entre 1993 et 2008. Ça, c'est à l'échelle annuelle. Quand on regarde maintenant à l'échelle intra-annuelle sur la période de base ZO, bah en gros, on est plutôt de l'ordre, sur quelque chose qui est de l'ordre de 12 millions de mètres cubes en moyenne sur la période 2007-2022, ce qui représente à peu près 52% des prélèvements annuels. Là non plus, je ne rentre pas dans les détails, mais ça montre bien cette re-répartition, qu'on est quand même globalement sur des usages AEP ou industriels, et avec une part plus limitée des prélèvements agricoles, même si ça tend à augmenter. Donc ici, bah, 80% des prélèvements annuels, c'est de l'AEP, hein. Ça représente 66% en base ZO. Je ne rentre pas là non plus dans les détails. Sur l'industrie, c'est 17% en annuel et 27% sur la période de base ZO. Et pour l'usage agricole, on est plutôt entre 4 et 7%, et là uniquement sur la période de base ZO, avec une augmentation constante. Voilà. En termes de répartition des usages, donc ce qu'on note ici sur cette carte-là, cette carte-là elle présente en vert les points agricoles, en bleu les points plutôt pour l'usage d'alimentation d'eau potable, et en orange les points plutôt industrie. Donc, ce qu'on va noter, c'est qu'on va retrouver plutôt les aspects prélèvements agricoles sur cette partie-ci, avec une partie nord, elle, qui est plutôt dominée par les distributions entre industrie et alimentation d'eau potable. Alors ce qu'on voit, hein, c'est qu'ici on est sur le volume prélevé toutes eaux sur la période de mai à octobre. On voit bien cette tendance globale à la baisse des prélèvements historiques, avec une tendance un petit peu à la hausse des prélèvements des prélèvements plutôt à destination agricole sur les dernières années. Le point haut, c'est quoi? Quelle année? Celui-ci, Oui. 1993. Un point important dans la méthodologie aussi, c'est que dans notre méthodologie d'approche des volumes, on a exclu les volumes prélevés par les canaux. Et donc ça, c'est important de prendre de l'intégrer, hein, hors canaux. Sur la période de mai à octobre, quand on redistribue, donc là ici on monte sur un pic à 20 millions de mètres cubes. Lorsqu'on prend les ventilations plutôt de mai à octobre, ici on est sur l'année 1991, où on est à peu près à 16 millions de mètres cubes, mais là on voit aussi qu'on est en baisse assez constante des volumes prélevés finalement sur l'ensemble des années. Avec là aussi cette tendance à l'augmentation des prélèvements à destination plutôt agricole. Est-ce que vous avez en jaune là? Ce sont les prélèvements industriels. Oui, Oui. en bleu c'est l'alimentation d'eau potable, en jaune c'est les prélèvements plutôt industriels, et en vert plutôt agricole. Qui eux ont tendance à diminuer depuis. Bah oui, c'est caractéristique. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, on voit la crise. Il se stabilise ces dernières années. Hein. Il n'y a plus de. La diminution a l'air de s'être un peu atténuée sur les dernières années. Donc là, on est vraiment sur les prélèvements au droit des formations crayeuses. Bon, bah là, j'allais dire, on a tous les éléments dans notre... là, on a tous les éléments dans notre besace pour produire notre analyse de mise en lien entre tous ces éléments-là et de regarder en fonction des années, etc. Donc, une fois qu'on a fait ce travail-là, bah, du coup, là, à ce moment-là, on commence à déployer et on commence à mettre en place les inférences entre ces différents éléments. Alors on commence par les résultats, enfin par là aussi, je suis désolé, je refais un tout petit peu de méthodologie, juste pour vous expliquer la démarche que nous, on a suivie pour se prononcer pour essayer de proposer cette fourchette d'enveloppe, cette fourchette de volume. D'un côté, c'est ce qu'on a présenté, c'était l'analyse de la recharge. Donc on commence par regarder la distribution des années de recharge. Quelles étaient les années avec des recharges excédentaires, déficitaires, très déficitaires, dans la normale, etc., etc. Et donc ici, on fait cette première analyse de la recharge, hein, recharge qu'on a regardée plutôt sur la période de haute eau, et puis là, on a regardé les années, on a identifié les années, déficitaires, excédentaires, dans la normale, pour se mettre des paquets un petit peu de côté. De l'autre côté, on est allé regarder notre analyse de la ressource, ce
ce qu'on a présenté sur les franchissements de seuil d'arrêté sécheresse, les franchissements de seuil statistiques, etc., etc. Donc là, même chose, on est allé regarder l'ensemble de ce qu'on vous a présenté là, et puis on a commencé à identifier, là aussi, des séries, des paquets, des années sur lesquelles on voyait des choses un petit peu particulières se présenter. Donc là, on identifie les années où les seuils sont franchis régulièrement, très régulièrement, de manière très intensive, ou pas du tout d'ailleurs, parce qu'on a regardé un petit peu tous ces éléments-là. Et puis on est venu compléter avec le fameux réseau ondes pour regarder si on observait des séquences ou des années qui étaient un petit peu plus particulières. Le croisement de ces deux approches-là nous permet finalement d'identifier ce qu'on appelle des années particulières. Et ces années particulières, c'est quoi? C'est à la fois éventuellement des années sur lesquelles on a des recharges qui sont déficitaires, mais on n'observe pas de franchissement derrière, et ça nous arrive. Les recharges déficitaires, où cette fois-ci, oui, là on a plein de franchissements qui s'observent, et puis les recharges qui sont normales, et puis là aussi, où parfois on franchit pas, voilà. Alors ça, c'est une approche très simplifiée, sachant qu'on n'a pas fait que regarder année après année, on essaie aussi de regarder un petit peu l'antécédence, les 2-3 précédentes années, notamment au vu de la grande cyclicité qu'il peut y avoir. Et puis une fois qu'on a identifié ça, sur la base des volumes qu'on avait identifiés, qu'on a ressortis, on a proposé une première analyse de ces volumes en regard de ces années particulières pour regarder comment ça se passait. Et puis c'est à partir de ça qu'on a proposé une fourchette de volume mobilisable, provisoire. Alors ici c'est un graphique synthétique qui est synthétique pour nous, mais qui est déjà bien compliqué à lire. Donc je vais essayer là aussi d'être le plus pédagogue possible. Mais ça, c'est un graphique de résultats qui combine toutes les analyses qu'on a faites. Donc en gris, on va retrouver les volumes prélevés annuellement. Ici, on va avoir la caractérisation de la recharge. Donc par exemple, 1996, 5 recharges, 50 nales sèches, volume prélevé, 35 millions de mètres cubes. Ça se dit comme ça. D'accord? Ici, ces indicateurs passent au souterrain. Quand il y a 1, c'est qu'on a franchi des seuils de vigilance, mais uniquement des seuils de vigilance. Quand on a 2, c'est qu'on a au moins franchi des seuils de vigilance renforcés. Quand on a 3, c'est qu'on a franchi un seuil d'alerte. Quand on a 4, c'est qu'on a franchi un seuil d'alerte renforcé. Et quand on a 5, c'est qu'on a franchi un seuil de crise. Qu'il y a un nombre de jours qui a franchi les seuils de crise, pour être tout à fait exact et pour ne pas empiéter sur la terminologie, on va dire plutôt réglementaire. Et puis quand on n'en a pas comme ici, c'est bien qu'on n'a pas franchi les seuils. Donc ça, c'est ces éléments-là. Ici, on a caractérisé en bleu l'évolution de la recharge, à la fois pluviométrique et à la fois constatée. Et puis, en fonction de ça, vous allez retrouver deux barres, j'allais dire. Une première barre violette qui correspond finalement à l'enveloppe minimum, au volume minimum mobilisable que nous on estime, et la barre rouge qui correspond plutôt au volume maximum de notre fourchette, de notre gamme de volume prélevable. Donc comment on peut dire ça? Quelque part, en dessous de cette barre violette, on est sur des volumes qui seraient acceptables du point de vue de la ressource. Au-delà de la barre rouge, on serait sur des volumes jugés trop importants vis-à-vis de la ressource. Et entre ces deux limites, on serait sur des volumes, entre guillemets, à arbitrer suivant la situation de ressources. Et là, on est vraiment, pour moi, purement dans la gestion et dans le débat. Donc voilà comment on va lire nos résultats de synthèse. Alors je sais que ce graphique il est assez compliqué, mais une fois qu'on l'a bien en main, on arrive à le lire. Mais ça permet de faire assez vite les inférences justement entre les années, les recharges, les volumes, les franchissements de crise, etc. On voit un peu tout d'un même œil. Peut-être que c'est trop vite on a besoin, mais est-ce qu'on pourrait penser que c'est cyclique? On voit qu'on a un paquet sur les là, on voit bien, là, on retrouve nos franchissements, c'est quels que soient les piézomètres ou la station. Donc là, effectivement, on voit bien nos franchissements cycliques. Ça, on les voit parfaitement. Et on les a vus d'ailleurs précédemment. C'est juste une retranscription de ces éléments-là. Après, ici, on voit quelque part nos cyclicités de recharge. Ce qu'on avait montré un petit peu au début. C'est-à-dire qu'on disait, avant, on avait des fortes recharges ou des fortes décharges, entre guillemets. Là, ça se lisse. Donc là, on a des éléments de recharge, et quand on regarde bien, ici, si je prends cet exemple explicatif, 95, 96 recharges déficitaires, boum, derrière, on franchit les seuils directs, quelque part.
avec des niveaux de volume qui, eux, sont pas non plus avec des variations extraordinaires. Ici, on remonte, on peut avoir ce niveau de prélèvement-là, la recharge a été bonne, on est même sur une recharge 50 nal humide, alors là, une année sur 50, humide, on prélève ce volume-là, il n'y a pas de franchissement de seuil. Ou même là, et sur celle-ci, on est entre guillemets en haut de notre fourchette, on prélève là, mais il n'y a pas de franchissement de seuil observé. Donc c'est pour ça que l'exercice n'est pas... Et là, en fait, là-dessus, vient... Et on comprend peut-être encore mieux parfois les limites de la méthodologie sur l'application à des nappes pluriannuelles. C'est exactement la traduction de ce que je vous disais. C'est-à-dire que si on est en haut du cycle, ah ouais, on ne franchit pas. Bon, donc même si on prélève beaucoup, on ne voit pas pas de répercussion directe, en tout cas sur le système. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est de regarder la succession. C'est de regarder ce qui se passe à la suite. Qu'est-ce qui se passe quand on arrive, si on prélève 3 années de manière très forte, etc. Donc ça, c'est ces analyses-là qu'on a produit finalement sur chaque territoire. Donc ça, c'est vraiment le cas explicatif. En fait, juste pour compléter un peu ce qui vient d'être dit. Merci. En fait, on a été amené à faire ce graphique-là, nous, pour nous faciliter l'analyse. Et on a été un petit peu obligé de le faire quand on s'est rendu compte qu'on était quand même pour l'essentiel sur des nappes, je dirais, dont les niveaux ne suivent pas exactement la pluviométrie et la recharge. Puisqu'on l'a vu là, on est quand même sur des nappes qui sont, pour l'essentiel, beaucoup en tout cas, qui ont des cycles pluriannuels. Et puis l'autre chose, c'est que notamment pour les seuils, en fait, les seuils sur ce secteur-là, il y a des valeurs qui sont définies et qui sont mensuelles. Donc, pour le mois de janvier, il y a un seuil, pour le mois de février, il y a un seuil, etc. Ça va comme ça jusqu'au mois de décembre. Et à chaque fois, évidemment, ce sont des valeurs différentes, aussi bien pour les caillorantians, qui est la station de référence, que pour les piézomètres. Mais il n'y a pas de seuil différent, bien évidemment, d'une année sur l'autre. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle on est obligé de raisonner, non pas année par année, parce que là ça n'aurait pas été quasiment possible, mais on est obligé de raisonner par cycle. Voilà, en tenant compte effectivement des cycles précédents pour voir un petit peu comment on se situe. Donc c'est la raison pour laquelle on a été amené à faire ce graphique un petit peu compliqué, mais je dirais qu'il synthétise un petit peu toutes les observations qui ont été faites. J'ai une question sur les verres grises, donc c'est bien le prélevé. Oui. Et comment vous expliquez-vous l'écart entre 2021 et 2022? Alors, l'écart est énorme. Oui, oui. Je vous demande de ne pas prendre ce cas-là, et c'est pas le cas d'ESCO. Et en fait, ces écarts énormes, on les observe essentiellement sur les territoires qui sont très agricoles. Parce que si on a une année, si je prends 2021, sur ce territoire bien particulier, 2021, on était quand même globalement sur un été assez humide, assez arrosé, pas besoin d'eau. D'accord. 2022, pour ceux qui se souviennent, 2020, 2022, ouais, ça commençait à chauffer là. Il fallait prélever quand même pour... C'est un exemple pédagogique. Là, c'est un exemple pédagogique. C'est pas l'ESCO. C'est pas l'ESCO. On est d'accord. L'ESCO, vous allez le voir après. Mais la ligne rouge et rouge et violette, vous les définissez comment? Ben, c'est ce que je vous dis. En fait, on regarde effectivement, on a regardé toutes ces séries chronologiques, franchissement, volume prélevé, recharge, et à partir de ça, par exemple, on peut très bien se retrouver avec, ici, on est sur lorsqu'on a une recharge qui est plutôt, là, on est sur quoi? Biennale. On est sur une recharge biennale, 3 années de suite, par exemple, sur ce cas-là. On est sur une recharge biennale, 3 années de suite, donc sur cette période-là, donc recharge plutôt dans la normale. On franchit systématiquement au seuil d'arrêté, on franchit systématiquement au moins un seuil qui n'est pas un petit seuil. Donc du coup, à un moment donné, on se dit, là, c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que dans des situations de tension, cette limite-là, elle peut être, ça peut être limitatif. Par contre, recharge, ici là aussi on est sur une recharge biennale, mais on est sur un cycle un peu plus haut. Globalement, on a prélevé jusque-là.
zéro impact sur la ressource. Donc on peut se dire, on peut se mettre à ce niveau-là éventuellement. C'est pour ça que je dis, en fait, toute la difficulté, c'est derrière ces volumes prélevés, ce qu'on va mettre derrière volume prélevable. On sait que volume prélevable, il y a une notion très réglementaire derrière, ça je comprends tout à fait. C'est pour ça qu'on a choisi de, entre guillemets, de faire un pas de côté par rapport à ces volumes prélevables qui sont les volumes réglementaires, et plutôt de parler d'une fourchette, et au sein de cette fourchette, de se dire, ben là on est sur des volumes à arbitrer. Donc on peut le regarder de manière assez différente. On peut très bien dire, c'est-à-dire qu'une manière de dire ces graphiques, ça serait de dire en deçà de ce volume, c'est un volume garanti. Entre ces deux volumes, entre ces deux fourchettes-là, c'est-à-dire jusque-là, on est sur des volumes à arbitrer suivant ce qu'on observe, suivant si l'année est très sèche, suivant si les conditions ne sont pas bonnes, etc., etc. Par contre, au-dessus de ça, on dit ça, on ne peut pas y aller. Ça, c'est vraiment cette limite-là est très limitative. Mais ensuite, ça reste une première approche. En fait, on a voulu se positionner, on dit faire ce pas de côté, c'est-à-dire ouvrir plutôt sur des éléments qui seraient de l'ordre de la gestion dynamique. C'est-à-dire qu'on peut rentrer dans une gestion dynamique avec des seuils comme ça, en disant je peux très bien aller jusque-là, je n'ai pas trop de soucis. Si par contre je m'aperçois que ma recharge a été bonne, et ça vous avez l'avantage pour le coup d'avoir une nappe à cyclicité pluriannuelle, où vous savez à peu près où vous en êtes, dans le cycle, vous êtes en haut, en bas, etc. Donc c'est quand même assez bien pour anticiper sur une année, voire deux. Et donc on peut regarder sur ces éléments-là à ce moment-là. Maintenant, ça reste une méthode qualitative, c'est l'objectif de la méthode. Tout ça, il faudrait certainement le confirmer avec des méthodes peut-être plus quantitatives à un moment donné, mais voilà comment ça a été fait. Si je prends cet exemple-là, qui n'est pas l'exemple de l'ESCO. Mais effectivement, ce graphique-là, on a choisi de vous le présenter parce qu'il est quand même structurant. Avant de vous présenter ce graphique, boum, on arrive tout de suite sur les éléments de résultat. Quand on applique cette méthode-là, et après on regardera les détails, quand on applique cette méthode-là sur le stage de l'ESCO, on aboutit à quoi? On aboutit à un volume mobilisable en période de base ZO qui se situerait entre 10,1 et 12,5 millions de mètres cubes et qui nous amènerait vers un volume en période annuelle qui serait plutôt aux alentours entre 20 et 22,5 millions de mètres cubes. Ça c'est dit. Qu'est-ce que ça pèse en termes de recharge? On se souvient de nos 259 millions de mètres cubes de recharge en moyenne. Ce volume-là, c'est entre 3 et 4% de la recharge annuelle et le volume de recharge en période de ZO. Et ici, ce volume-là pèserait entre 7 et 8% d'une recharge normale. Quand on regarde une recharge plutôt déficitaire, une recharge d'une année sur 5 déficitaire, ce volume-là pèse entre 5 et 6%, et ce volume-ci pèse entre 11 et 12%. Pourquoi on choisit aussi de les afficher par rapport à ces pourcentages vis-à-vis de la recharge? C'est parce que dans le cadre de l'évaluation du bon état quantitatif des masses d'eau souterraines, c'est quelque chose de très réglementaire, c'est DCE, on regarde deux choses pour évaluer le bon état quantitatif. On regarde, la tendance piézométrique. Est-ce que la tendance elle est stagnante ou est-ce qu'elle est à la baisse ou est-ce qu'elle est à la remontée? Premier élément. Et si la tendance est à la baisse, alors on regarde si les prélèvements pèsent plus de 15% de la recharge. Donc ces éléments-là, c'est juste pour les avoir en tête aussi, par rapport à des objectifs, entre guillemets, de bon état quantitatif d'un point de vue purement DCE. Ça, c'est pour les eaux souterraines. Sur les eaux de surface, on a décidé de ne pas décider, pour plein de raisons, notamment parce qu'à ce moment-là, sur les eaux de surface, il faut certainement aller plus vers des méthodes quantitatives. Et comme on a eu beaucoup de variations des volumes sur les dernières années, du coup, on a décidé de ne pas décider sur ces éléments-là. On ne fait juste que rappeler que sur les 16 dernières années, le prélèvement baso, c'est à peu près 1,1 million de mètres cubes, et le prélèvement annuel sur les 16 dernières années, c'est à peu près 2,1 millions de mètres cubes. Donc la recharge, elle correspond à la recharge qu'on a, qui est la recharge Météo France, pondérée par nos résultats de modélisation. Et voilà. Et donc ici, forte diminution des prélèvements industriels entre 91 et 2008. Voilà. Maintenant, pour aboutir, ça c'est le tableau de synthèse. Et en fait, ici, vous avez le fameux graphique qui là correspond plutôt au secteur de l'ESCO. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder, qu'est-ce qu'on va noter? Donc ici, on voit bien une recharge très déficitaire sur cette période-là, notamment sur 1996, qu'on va retrouver à peu près partout.
Et là, on va se retrouver avec 96 défranchissements de seuil de vigilance, 97 défranchissements de seuil d'alerte renforcé, et puis 98 défranchissements de seuil d'alerte. Donc sur ces trois périodes-là, avec des recharges très déficitaires, on voit bien que ces niveaux de prélèvement-là étaient un petit peu tendus. Sur les dernières années, on a nos fameux franchissements de seuil de crise sur les 3 dernières années, là, sur 2018, 2019 et 2020. On a au moins un piézomètre ou la station hydro qui franchit ce seuil de crise, et on est sur des années de recharge qui sont décennales sèches, biennales ou quinquennales sèches sur ces périodes-là. Donc quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé, ce qui se passe historiquement, donc on est allé regarder par exemple l'année 2008, une année de recharge normale avec des débuts de franchissement de seuil de vigilance, et là c'est ce qui nous a guidé un petit peu, de même que 2015-2016, pour dire, bah voilà, là on est sur des seuils on est sur un premier niveau de seuil, un premier palier à environ 10 millions de mètres cubes. Ici, vous voyez que malgré les franchissements de seuil de crise, notre palier il est un petit peu plus haut, que ça. Alors pour plein de raisons, parce qu'on a quand même des années historiques, ici, quinquennale humide, décennale humide, où on peut se permettre éventuellement d'aller sur des volumes un peu plus conséquents, parce que les conditions de ressources le permettent. D'accord ? Donc ça nous permet de regarder ces éléments-là. Donc là, on a mis 2007 à 2009, année de recharge normale, sans franchissement des seuils d'alerte sans franchissement des seuils d'alerte. C'est-à-dire qu'on ne va pas jusqu'au seuil d'alerte. Donc là, c'est des premiers niveaux qu'on positionne, avec une fourchette un peu haute. Plutôt à ce niveau-là. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que quelque part, ces fourchettes-là, elles intègrent presque les pratiques des dernières années. Donc qu'est-ce qu'on dit de manière sous-jacente à cette analyse-ci? Alors ça, c'est sur les eaux de surface, et ça, c'est la distribution uniquement sur les eaux souterraines. C'était sur les eaux souterraines, ça, c'est la distribution sur les eaux de surface. Donc vous voyez bien qu'en termes d'eau de surface, on a vraiment une baisse tendancielle des prélèvements. Et ici, c'est les franchissements de seuil sur la station des Caillons-à-Thian. Et quand on regarde la station des Caillons-à-Thian, si vous vous souvenez de la distribution géographique des prélèvements, en fait, on ne redistribue pas forcément très bien, on ne représente pas très bien avec Caillons-à-Thian l'ensemble des activités qui peuvent se pratiquer sur le bassin. C'est pour ça que positionner des seuils là, à ce moment-là, ça n'aurait pas été très pertinent, parce que les dernières valeurs historiques ne sont pas vraiment représentatives de tout ce qui peut se passer d'un point de vue global. Donc on a choisi de ne pas choisir, mais c'est juste pour représenter. En fait, la méthode n'est pas très adaptée notamment pour les écoulements sur les eaux de surface et les prélèvements directs dans les eaux de surface. Alors, il y a tellement de paramètres, et puis surtout quand on a, on n'a pas une constance, on a des variations qui sont trop importantes en matière de prélèvement, ce qui fait que c'est très difficile de corréler les prélèvements finalement avec les recharges, les dépassements de seuil, etc. Alors, donc, allez-y. Combien vous estimez le délai entre la pluviométrie et la recharge de la nappe? Ça dépend des cycles, mais on voit que sur le secteur de la nappe de la Craie, c'est des grands cycles de 6 ans. Donc on a presque 3 ans de décalage. 2 à 3 ans de décalage. C'est ça le truc. Alors après, là aussi, ça dépend des secteurs. Il y a aussi ce qu'on voit d'un point de vue piézométrique. Donc là, on a des inerties de 6 ans. Mais par contre, j'allais dire d'un point de vue niveau, c'est simple à imaginer. Je veux dire, si la nappe elle est à un certain niveau, elle déborde, elle va alimenter le cours d'eau. Donc on peut très bien se retrouver par contre avec un cours d'eau qui est peut-être un peu plus réactif, notamment sur les nappes sur lesquelles on a ces grands cycles combinés avec ces variations interanuelles. Donc ça demande un peu Je vous pose la question parce qu'après les grosses inondations qu'on a eues dans le Pas-de-Calais avec la Haut et la Canche, 2 mois après on nous dit c'est bon, c'est rechargé. Alors que tout n'est pas arrivé encore. Non. Oui, alors ce qu'il y a, c'est que sur ce secteur-là bien particulier, la nappe, elle réagit beaucoup plus rapidement qu'ici. En fait, ce qui est intéressant aussi de savoir, et c'est toute la difficulté d'ailleurs, je pense, aussi de la modélisation qui arrivera derrière, c'est qu'en fait, il y a vraiment des nappes de la crête. Quand on va sur ce secteur Canchotti, la relation entre la pluie et le niveau, elle est beaucoup plus immédiate. Il faut vous présenter des graphiques là-dessus, c'est évident. Par contre, sur ce secteur-là,
Sur le secteur Sensé et puis Sensé Esco, là, Sensé Esco, on a des secteurs, ça fait partie des secteurs les plus inertiels, où on a vraiment parfois même des secteurs où on ne voit même pas les effets annuels de la pluie. Donc tout ça c'est très contrasté. Alors ça milite aussi entre guillemets, il y a deux choses, enfin c'est les conclusions, mais un, la nécessité d'avoir quelque chose d'assez global en termes de modélisation, d'avoir un vrai modèle de la nappe de la crête, parce que ça ne fonctionne pas partout pareil. Et puis, encore une fois, là, ce qu'on dit un peu dans les limites de la méthode qu'on a présentée même dès le début, c'est qu'on évalue bien la quantité d'eau, le volume d'eau qui tombe sur votre territoire, qui va recharger sur votre territoire, et combien on prélevait sur le territoire. Maintenant, la nappe ne connaît pas de frontières. Donc il y a des échanges. Et ces échanges-là, ça transcende les sages. Donc c'est important d'avoir effectivement un modèle global. Ça c'est sûr. Alors, ça n'enlève pas qu'on a des effets très immédiats entre ce qui se passe sur un territoire et la transcription qu'il y a. Mais ça milite quand même un peu pour ça. Et par contre, à contrario, il est important aussi à un moment donné, certainement, d'avoir une gestion volumétrique dynamique en fonction des secteurs. Qu'en Chauty, ils auront certainement une gestion adaptée, différente de ce qui pourrait être fait ici, par exemple. Parce que eux, ça sera beaucoup plus immédiat. C'est-à-dire que le niveau de la nappe, si je le dis avec des mots simples, le niveau de la nappe à l'étiage, ce sera vraiment fonction de la pluie de l'hivernage. Ici, ce sera moins le cas. Ce sera certainement le niveau de la recharge sur l'année ou les 2 années précédentes, peut-être. Ce sera différent. Bon, et ça, donc il faut des outils. Et quelque part, ça peut être une chance. Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Ici, vous avez nos fourchettes. Donc, quand on reprend les fourchettes sur les eaux souterraines, ici, qu'est-ce qu'on dit sur l'historique, l'ensemble de l'historique de prélèvement observé sur le territoire? On dit que dans 29% des cas, on était dans une situation où on était au-dessus de notre fameuse barre rouge, donc sur laquelle nos prélèvements étaient trop importants, et que dans la majeure partie des cas, 71%, on serait sur des volumes à arbitrer suivant la situation de ressources et suivant ce qui serait observé au cours de l'année en termes de franchissement de seuil, etc., d'arrêter sécheresse. Sur ce côté-là, vous avez un graphique qui représente tout à l'heure, je vous ai présenté dans le tableau, les volumes que nous on proposait et ce que ça représentait en pourcentage de la recharge moyenne. Ce graphique-là vous présente la répartition entre les prélèvements, enfin le pourcentage que représentent les volumes prélevés par rapport à la recharge qui lui précède. Qu'est-ce qu'on dit? On dit 1996 par exemple, alors là on était sur une recharge effectivement très déficitaire, le volume prélevé annuellement en eau souterraine, il représentait presque 34% de la recharge. A contrario, en 2001, on était sur 5%, ça représentait à peu près 5% de la recharge. Alors, encore une fois, je vous ai remis ces éléments-là par rapport à ce fameux seuil DCE, ce fameux seuil de bon état quantitatif des masses d'eau souterraines, qui se fixe à 15% de la recharge lorsque la nappe est en baisse. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, historiquement, on a dépassé ces fameux 15% de recharge sur certaines années, d'accord? Et que, globalement, on est plutôt en moyenne annuelle aux alentours des 10%. Donc, d'une certaine manière, voilà, donc ça c'était pour remettre un petit peu en perspective les volumes prélevés avec ce qui se rechargeait réellement en quantité. Donc on va retenir qu'il y a quand même quelques années, notamment 1996, 2004 et puis 2017, où là on était bien au-delà des 20% de la recharge. Excusez-moi, juste pour compléter un petit peu quand même, c'est que là on est bien d'accord, on est sur des volumes qui sont globaux au niveau du sage, en particulier des formations crayeuses. Donc on est sur des volumes qui sont globaux. Évidemment, si vous concentrez les 10 millions de mètres cubes sur un territoire qui fait 2 km², là ça risque effectivement de créer des problèmes qui sont plutôt locaux. On est vraiment sur une globalisation de l'ensemble de la ressource et des prélèvements. Donc il y a aussi évidemment peut-être, et ça ce sera l'intérêt je pense de la modélisation,
il y a aussi à avoir une réflexion par rapport à la répartition des prélèvements qui sont effectués, je vais dire géographiquement en fonction des ressources. Ce qui peut impliquer aussi un arbitrage sur l'installation d'une activité économique, par exemple. On a le cas sur le territoire ardennin où il y a une société qui va tirer maintenant 500 000 mètres cubes, c'est ça? Du mot qui ne vient pas du sable. D'accord. Un dialogue. Ça, je pense. Bon, en tout cas, effectivement, je pense que là, on est aussi sur des aspects un peu compliqués. On est bien d'accord que ça peut servir d'arbitrage. Oui ou non? C'est l'arc de cette étude. Pardon? C'est l'arc de cette étude. Ah bah oui. C'est un arbitrage sur le sage de la Oui, l'arbitrage autant, même sur, sur les flux, etc. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était vraiment, je pense que vous avez tous les éléments techniques. J'espère que c'est, je sais que c'est un peu technique et donc voilà, j'espère qu'on a pu rendre ça un peu plus accessible et j'espère que ça a été accessible au moins un peu. Quelques éléments, parce que cette étude-là, elle ouvre aussi sur d'autres questions et sur d'autres choses. Et il y a plein d'interrogations qu'on a eues nous-mêmes, hein, et puis des choses qui s'ouvrent. Ce qu'on va rappeler simplement dans ces éléments-là, on a effectivement quand même quelques limites intrinsèques à la méthode, on en a parlé. Hein. Cette méthode, voilà, on a dit, c'est pas vraiment appliqué forcément sur les éléments, sur les nappes très inertielles, c'est plus compliqué. Bon, sur ce stade-là, on a quand même des secteurs qui sont très inertiels. De la bonne connaissance aussi des volumes prélevés et effectués sur le territoire. Donc là, on a aussi des choses à améliorer, il y a des choses à améliorer certainement, et ça fait partie des études de HMUC. C'est un peu le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Que ce soit pour ces études-là ou pour les études suivantes que vous allez être amené à réaliser. Avoir une bonne connaissance des prélèvements, ça permet quand même de mieux comprendre un petit peu ce qui se passe et quelles sont les interactions avec la ressource. Alors c'est vrai que là, on n'a pas vraiment parlé des transferts d'eau, hein. On a le canal de l'Escaut qui est lié voilà, donc on a beaucoup de choses qui sont... Et donc les canaux n'ont pas été pris en compte, et là aussi on a des interactions. Alors c'est plus compliqué parce que on sait très bien que les canaux, on a des prises d'eau, des relargages d'eau, etc. Donc c'est pas forcément évident. Il peut y avoir aussi des soutiens d'étiage sur les cours d'eau, donc c'est des aspects particuliers. On est dans des cas de grande culture aussi. Oui. Et il y a un transfert entre la betterave et la pomme de terre. Oui. Et on voit de plus en plus de demandes de prélèvement de puits. Hein. Donc on est en train de créer beaucoup de puits pour justement arroser ces pommes de terre. Oui. Est-ce que ça va être un suivi, ce genre de... Alors, encore une fois, c'est vrai qu'on voit bien que cette méthode, elle s'appuie sur la mise en lien entre notre connaissance des prélèvements et notre connaissance de la ressource. Donc, plus on connaît les prélèvements, mieux on caractérise les éléments. Et ce sera très important dans une dynamique de modélisation. On sait qu'il y a des choses, on sait qu'on n'intègre pas forcément tous les prélèvements qui se font. Et donc, du coup, là, l'idée, c'est quand même d'avoir une connaissance un peu plus exhaustive de ce qui se peut se faire en termes de planète. L'État les connaît, elle donne des autorisations. Oui, tout à fait. Donc elle les connaît. Après, il y a le deuxième point. L'économie, c'est pas forcément bien bancarisé, on n'a pas forcément, on remonte pas forcément sur les stocks. Tout ça, c'est une vraie consolidation d'informations à faire. Après, il y a un deuxième point aussi, c'est le taux de perte des distributeurs d'eau. Dans certains secteurs, des taux de perte importants. Quand c'est des syndicats de communes ou des syndicats, ils ne sont pas dans la même configuration que des privés qui ne vont peut-être pas faire les investissements qu'ils font et qui ne joueront peut-être pas sur les pertes d'eau. Je pense que c'est deux mondes où il peut y avoir beaucoup de pertes d'eau chez un privé pour dire de faire du résultat. Là, en fait, pour moi, je comprends tout à fait ce que vous me dites. Pour moi, vous êtes déjà dans les solutions, entre guillemets, ou sur ce qu'il faudrait faire pour améliorer la situation. Et ça, pour moi, c'est vraiment typiquement quelque chose qui va avoir un débat qu'il faudra mener en commission locale de l'eau autour de ces fameuses études HMUC, de la définition de ces volumes. Pour l'instant, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est vraiment, ça redevient une vraie question de territoire. Ça devient un projet de territoire pour tout le monde. Et je vais m'excuser, mais je ne veux pas rentrer dans je veux pas rentrer là-dedans, parce que c'est pas mon... En plus, c'est pas...
la philosophie. Pour autant, mais oui, vous avez raison. Pour autant, est-ce que vous allez par la suite évoquer le plan haut? Alors, parce que le plan haut oui, précise aussi les objectifs tout à fait. de la Terre. Tout à fait. Et ça, là, vous ne rentrez pas là-dedans. non. Bon, ça sera à nous à le faire. Bah, ça sera aux commissions, ça sera pour moi aux commissions locales de l'eau, ça sera certainement des règlements de SAGE à imaginer, ça sera, parce que j'imagine que derrière cette question-là, il y aura énormément de débats, il y aura des débats, il y aura des discussions qu'il faut mener sereinement. Voilà. Nous, on s'engage, l'idée, hein, je rappelle un peu notre objectif, pour le comprendre un peu, c'est effectivement, l'idée c'était d'avoir une première approche cohérente à l'échelle de l'ensemble du bassin Artois-Picardie, du démographique Artois-Picardie, pour approcher une première enveloppe de ce que pourraient être des volumes mobilisables provisoires. Voilà, tout simplement. Et on a appliqué cette méthode un peu cohérente pour tous les sages, et c'est ce qu'on vient vous présenter aujourd'hui. Mais après, on sent bien que derrière, Madame Vallée l'a reprécisé, on a, comment dirais-je, on a derrière des études HMUC qui viendront avec des éléments et des outils peut-être un peu plus précis que ce que nous on a traité ici. On a dit qu'il sera important de traiter les prélèvements d'une autre manière. On est sur des méthodes qualitatives, ils engageront des méthodes plus quantitatives. Donc tout ça, ça sera un processus. Je termine juste. J'ai précédé votre dernier slide. Comment? J'ai précédé votre dernier slide. Presque. Je termine parce que du coup, hop. Ce qu'on va constater simplement, c'est que notre méthode aussi, elle est dépendante aussi de la bonne surveillance. Donc on a déjà une densité de piézomètres et d'informations sur les eaux souterraines qui est quand même assez bonne, on va dire, sur le territoire, ce territoire-là, sur ce sage, et qui est quand même représentatif des masses d'eau. Donc l'objectif finalement, quelque part, c'est dans le suivi, il va falloir continuer le suivi en place. On a aussi des stations haute surface qui sont disponibles, mais qui représentent finalement beaucoup plus la craie du Valenciennois que les autres systèmes aquifères, si je le prends de cette manière-là. Donc on l'a noté, la station des Caillons-Attian avec une baisse structurelle de ces niveaux depuis les années 60, vous en parliez tout à l'heure, mais qui représente essentiellement la craie du Valenciennois. Et donc, ne pas oublier que cette station, elle guide les arrêtés sécheresse sur 3 sages en plus, pas uniquement sur le sage de l'Essonne, mais sur d'autres sages. Donc on a dit peut-être qu'il faudrait trouver une station complémentaire pour la prise d'arrêté sécheresse éventuellement, en tout cas peut-être pour la contraster. Donc on avait regardé sur l'Herclin, le torrent, il faudra regarder un petit peu ces éléments-là, et la faisabilité, les écoulements qui peuvent se faire. Donc ce qu'on a remis, c'est que globalement, enfin, c'est ce qu'on dit depuis le début, la méthode elle est quand même intéressante parce qu'elle permet de poser un certain nombre de choses, au moins un constat factuel et objectif. Par contre, c'est sûr qu'elle va être un peu plus limitante lorsqu'on va parler d'éléments plus quantitatifs, et donc il est important d'aller vers des modélisations hydrodynamiques, ça le renforce un peu plus, quoi. Et enfin, ce qu'on a dit, c'est qu'effectivement, sur les eaux de surface, cette méthode, elle n'est pas forcément transposable ni adaptable, et là, il faut certainement travailler un peu plus avec des volumes circulants et avoir des approches quantitatives. Donc on a fait un peu un pas de côté sur les eaux de surface. Et voilà, j'en ai terminé, et j'espère que ça a été accessible pour vous. Merci beaucoup. Bah écoutez, moi c'est la deuxième fois que T'as compris maintenant que je participe à votre présentation. Je peux vous dire que la deuxième fois, ça va beaucoup mieux. On peut reprendre date, hein, si vous voulez. Il y en a une à Boulogne. Non, mais écoutez, très bien, votre démarche pédagogique, j'apprécie personnellement. Avez-vous des questions, mesdames et messieurs? Il y a des questions. Monsieur. Alors, moi j'ai une question. Dans l'étude, je ne pense pas que ça a été fait, parce que c'est peut-être compliqué, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a eu une étude sur toute la période qui a été prise en compte, sur la progression de l'artificialisation des sols, qui effectivement peut influer sur les débits des cours d'eau, des canaux surtout, mais aussi influer sur effectivement le remplissage des nappes phréatiques.
D'où aujourd'hui cette loi d'artificialisation qui est mise en place. Mais là, on a peut-être aussi une piste à dégager, quoi. Ah, vas-y. Mais ça rejoint ce que je viens de dire. Ça, c'est une étape. Derrière, il y a l'application du plan d'eau. Et derrière aussi, il y a un contrat des masses d'eau qui va être aussi, dont certainement les sages seront chargés. Il y aura des orientations, justement, pour qu'à un moment donné, on puisse adapter le territoire aux obligations. Aux enjeux, plutôt les enjeux. Oui, juste pour répondre vraiment à votre question. Alors, non, elles n'ont pas été prises en compte de façon directe. Par contre, je dirais si évolution il y a à constater sur les dernières années, notamment par rapport à la recharge ou par rapport au débit des cours d'eau, etc., c'est pris indirectement, puisque nous, en fait, ce qu'on a principalement observé, c'est comment les mesures qui sont faites sur les différents piézomètres et sur les débits des cours d'eau. Donc, indirectement, si effectivement ça génère une évolution sensible de ces, de ces paramètres-là, on l'intègre, je dirais, de façon indirecte. Maintenant, évidemment, quand on observe une évolution, soit sur les niveaux d'eau, soit sur les débits des cours d'eau, c'est difficile de dire si ça vient de l'artificialisation ou si éventuellement ça ne peut pas venir d'autres phénomènes. Nous, on ne fait que constater, si vous voulez, l'évolution des niveaux piézométriques et des débits, avec tous les paramètres qui peuvent intervenir pour générer des modifications sur ces paramètres-là. J'avais deux questions et une remarque. Une question que j'ai déjà posée dans d'autres territoires, mais là c'est important, je le refais. Les forages de l'Auquignol, ils sont à cheval sur Escaut et Sambre. Là, ils n'ont pas été comptés. Parce que les sages de ils ont été comptés qu'une fois. Je sais plus. C'est sûr, quoi, parce que c'est des forages importants et c'est pareil, ceux de l'huile sur Escaut, ils sont surcensés aussi. Donc, je vais apporter une petite réponse. Il faut voir aussi un petit peu le contexte de l'étude. On n'est pas rentré forcément systématiquement dans le détail précis de chacun des choix captants, de chacun des captages agricoles, etc. En fait, pour ne rien cacher, on sait chaque ouvrage a été affecté aux sages sur lesquels il est situé. Oui, mais là, ils sont sur deux sages. Géographiquement, ils se trouvent sur les îles. Oui. Oui, parce qu'effectivement, c'est des problèmes. Alors, ça, c'est un autre. Oui. Mais ça, il ne faut pas les compter deux fois. Ça, c'est pas, il faudrait qu'on vérifie. Je suis désolé, il faudrait qu'on vérifie. Enfin, non. De toute façon, ce qui est sûr, excusez-moi, dans l'étude globale, juste pour être clair, dans l'étude globale, ils n'ont pas été comptés deux fois. Parce que j'ai veillé à ce genre de choses, c'est qu'effectivement, on s'est retrouvé, quand on a fait la liste des captages, on avait des captages qui apparaissaient sur deux sages. Et donc là, on a tranché. D'accord. Hein, on a pris un sage prioritaire. Alors, il n'y en avait pas énormément, heureusement, parce que sinon, on y sera encore. Mais on a tranché sur ces sages, je ne me souviens plus, l'Auquignol, sur lequel finalement, le choix captant de l'Auquignol, sur lequel il a affecté précisément. Voilà. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que s'ils n'ont pas été comptés dans ce sage-là, ils ont été comptés forcément dans l'autre, ou réciproquement. Voilà. Pour répondre maintenant. Ensuite, la craie du Valenciennois, elle va jusqu'en Belgique. Et du coup, la recharge et les prélèvements en Belgique ne sont pas pris en compte. Est-ce que ça pourrait changer la réponse pour cette masse d'eau? J'allais dire, en fait, sur la méthode, ça ne changerait pas grand-chose. Par contre, c'est sûr que dans une dimension de modélisation, sur la méthode que nous on a déployée, ça ne change pas grand-chose. Par contre, sur la modélisation, c'est sûr que c'est intéressant de l'intégrer. Ça, c'est sûr. Parce que
parce qu'on raisonnera au global nappe de la mer. Oui, c'est ça. En tant qu'hydrogéologue, je vais quand même nuancer un petit peu. En fait, ce qui peut se passer, c'est que je dirais qu'il faut quand même tenir compte du fait que tous les prélèvements, et c'est toute la problématique sur la craie qui dépasse un petit peu les frontières, les territoires de sage, etc. Lorsqu'il y a de forts prélèvements qui se situent d'ailleurs en amont ou en aval, c'est généralement plus sensible quand c'est en amont, mais forcément ça peut avoir une incidence également du fait de l'écoulement de la nappe, ça peut avoir une incidence sur la recharge, clairement. Donc bon, c'était pas la méthodologie en fait, n'a pas pris en compte ce point-là. Après, je ne suis pas sûr parce que on a beaucoup travaillé sur les bassins versants des cours d'eau qui ont été modélisés par Gardenia. Voilà, donc, mais ça peut avoir une incidence, mais franchement, dans le cadre de cette étude-là, on ne peut pas la quantifier. Ça paraît difficile. Par contre, dans la SHMUC, bien évidemment, sur la SHMUC, il faudra l'intégrer, bien évidemment. Et juste une remarque, en fait, les franchissements de seuil ne correspondent pas forcément à des arrêtés sécheresse. Vous l'avez dit, je pense. Oui. En fait, non, effectivement, alors ça, c'est une remarque qui nous a été faite plusieurs fois. En fait, les arrêtés sécheresse sont définis par des seuils. Et nous, ce qu'on a regardé, c'est à chaque fois quand il y avait un franchissement de ce seuil-là. Hein, donc le seuil de vigilance, donc on a intégré un pour le seuil de vigilance. Après la prise, alors, ouais, il y a beaucoup de rouge, hein, que ce soit en vigilance ou encore c'est pas le pire. Hein. Il y a des sages sur lesquels c'est pire que ça. Mais c'est pas pour autant qu'il y a franchissement, apparemment il y a franchissement de seuil, il n'y a pas forcément prise pour autant d'arrêté sécheresse. Il y a d'autres critères qui rentrent en compte dans les prises d'arrêté sécheresse. Hein. Et effectivement, il peut y avoir, je pense que c'est le cas ici, et notamment je pense qu'on tient compte aussi de la cyclicité en particulier. C'est pour ça. Voilà, tout à fait. Et donc, il ne faut pas mettre en corrélation les franchissements de seuil que nous on identifie avec des prises d'arrêté sécheresse. Hein, voilà. Il peut y avoir plein d'autres raisons au niveau de la prise d'arrêté sécheresse. Je pense que ça ne décide pas uniquement d'ailleurs sur les seuils piézométriques ou hydrologiques.